assurer son indépendance et que pour moi l'arme nucléaire c'était une façon, ce serait une façon d'échapper à une course à la guerre qui pourrait être en particulier parce que on se rend compte que bon, ce qui est sûr, c'est que l'arme nucléaire protège effectivement. L'une des raisons pour lesquelles les Russes ont pu envahir. トランプ・ゼレンスキー会談についてお話を伺いたいです。Et c'est, pour moi, ça a été un moment de révélation du déclin moral américain. Et encore une fois, à militaire, c'est le sentiment d'une décomposition morale qui, pour moi, résulte de la disparition finale d'une Amérique qui n'est plus l'Amérique, en fait, qui devient autre chose. 文藝春秋プラスのダニエルです。一つのテーマを分かりやすく読み解くプラス論点。今回のゲストはフランスの歴史人口学者で新刊西洋の敗北がベストセラーとなっているエマニュエル・トット氏です。フランスとズームでおつなぎしています。トットさんには月刊文藝春秋5月号にて米欧の分裂と日本の選択をご寄稿いただきました。4月以降、トランプアメリカ大統領が連発する相互関税が世界に衝撃を与えています。その中でトットさんはトランプ政権による被害妄想の関税は米国の内部崩壊を加速させると指摘しています。激動の2025年はどこへ向かうのかお話を伺います。まず最初に質問なんですけれども、トットさんは最新の論考で日本やフランスのような勢力拡大を目指さない中規模国にとって核保有はもっぱら防衛的なものと書かれています。端的に申しまして、トットさんは日本は核不足をすべきとお考えでしょうか。Alors, d'abord, je dirais que la possession de l'arme nucléaire est défensive pour tout le monde. L'arme nucléaire, c'est une arme qu'on ne doit pas utiliser et qui, paradoxalement, croyait-on, assurait la paix par l'équilibre de la terreur. On a vu quand même, dans le cas de la guerre en Ukraine, que la possession par de grands acteurs comme la Russie et les États-Unis de l'arme nucléaire n'empêchait pas la guerre, puisque cette guerre-là est une guerre finalement entre les États-Unis et la Russie, même si les États-Unis utilisent finalement l'arme nucléaire. Ce que permet l'arme nucléaire pour un pays de taille moyenne, c'est d'assurer son indépendance et de sortir du jeu géopolitique en un certain sens. C'est-à-dire dans le cas de la France gaulliste, qui avait l'arme nucléaire, qui a toujours l'arme nucléaire, l'idée générale était que, en dernière instance, la France pouvait ne pas participer au conflit entre les superpuissances, si nécessaire. Voilà. Le Royaume-Uni n'a jamais vraiment possédé l'arme nucléaire. L'arme nucléaire du Royaume-Uni est sous contrôle américain. Et il y a déjà bien longtemps, c'était au début des années 2000, j'ai eu l'occasion de dire que pour le Japon, confronté à une situation géopolitique complexe et dangereuse, avec en face la Chine, et 1,4 milliard d'habitants, une économie en très forte croissance, une influence de plus en plus grande en Asie, d'une part, et puis avec un allié extrêmement incertain et capable d'aventures bizarres, les États-Unis, le Japon aurait tout intérêt à se doter de l'arme nucléaire pour sortir du jeu géopolitique. Mon idée était que le Japon pouvait assurer son indépendance et que, pour moi, l'arme nucléaire, c'était une façon, ce serait une façon d'échapper à une course à la guerre qui pourrait être menée par les États-Unis. Les États-Unis entraînent leurs alliés ou leurs vassaux dans la guerre, mais avec l'arme nucléaire, on peut sortir du jeu. Alors, je voudrais continuer, j'ai des choses à ajouter, parce que à ce stade, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir les réactions possibles
des grands acteurs à l'acquisition par le Japon de l'arme nucléaire. J'avais dit déjà il y a un certain temps que d'un point de vue chinois, il n'était pas évident que l'hostilité serait l'attitude dominante. Bon, évidemment, une attitude officielle serait hostile, mais je ne pense pas, a priori, que l'idée d'un Japon sortant de l'affrontement avec les États-Unis, ça serait quelque chose qui pourrait être accueilli plutôt favorablement par la Chine. Ça, c'est ce que je pensais avant, et je le pense toujours en fait. Mais là, récemment, j'étais confronté à un développement qui m'a vraiment beaucoup étonné. C'est-à-dire que je considère les Européens et les Japonais comme des vassaux ou des sujets des États-Unis plutôt que des alliés. Nous sommes intégrés à l'Empire américain. Et j'imaginais comme allant de soi que l'hostilité des Américains à l'acquisition de l'arme nucléaire par le Japon, puisque ça serait l'indépendance des États-Unis. Ça serait une décomposition ou un élément de décomposition de l'Empire américain. Et j'ai très récemment lu un livre très intéressant que je peux montrer à l'écran. Ce livre, Strategy of Denial, qui a été écrit par Elbridge A. Colby, qui est actuellement le sous-secrétaire d'État à la défense aux États-Unis dans l'administration Trump. Alors, le secrétaire d'État, ce sous-secrétaire d'État, je m'en mets toujours un peu dans les titres américains parce que j'ai les titres français en tête, mais dans le secrétaire à la défense, Pete Hegseth, et lui, fait partie de ces personnages bizarres qui entourent Trump. Je pense qu'autour de Trump, il y a peut-être 25% de gens raisonnables et 75% de gens bizarres. Mais Colby fait clairement partie des gens raisonnables. Son livre, celui que j'ai montré à l'écran, est un livre de stratégie géopolitique de l'école réaliste, qui tient compte des véritables rapports de force et qui donne un tableau très très lucide de l'affaiblissement américain. C'est vraiment c'est un travail dépourvu de passion nationaliste, d'illusions et de choses comme ça. Et la stratégie qui est recommandée par Colby, le livre a été écrit un peu avant la guerre d'Ukraine, c'est publié un peu avant la guerre d'Ukraine. Et on est bien entendu dans le cadre d'une pensée américaine qui considère la Chine comme l'adversaire principal. Et le but des Américains dans ce type de conception n'est pas de contrôler la Chine, mais d'empêcher son hégémonie en Asie. C'est-à-dire, le but, c'est de bloquer le développement hégémonique de la Chine en Asie, ce qui est un vrai problème compte tenu de la masse de la population chinoise et du poids de l'économie chinoise. Et j'ai eu l'immense surprise de découvrir à la fin du dernier chapitre du livre, juste avant la conclusion, je donne la page 281, et quelques pages précédentes, que en dernier recours, si les États-Unis constataient qu'ils n'avaient pas la force militaire conventionnelle pour contenir la Chine, eh bien, l'acquisition de l'arme nucléaire par des puissances alliées
comme le Japon, la Corée ou même Taïwan et l'Australie, notez, pourrait être une solution. C'est-à-dire, il y a l'idée d'une dissémination nucléaire sélective allant vers des puissances alliées qui pourrait être une bonne chose pour les États-Unis eux-mêmes, dans la mesure où ça contrôlerait, où ça bloquerait le développement hégémonique de la Chine. Et d'ailleurs, Colby dit que finalement, la dissuasion nucléaire française et britannique, il fait semblant de croire que la dissuasion britannique est réelle et autonome, donc la dissuasion française a été une contribution positive à l'équilibre des forces face à l'Union soviétique, à l'époque où l'Union soviétique était très puissante. Donc, et cet homme est quand même dans l'administration Trump. Alors là, je ne suis plus dans une pensée fantasmatique et idéologique. Il y a des gens dans la haute administration américaine et des jeunes intelligents qui ne considèrent pas que l'acquisition de l'arme nucléaire par le Japon soit un crime. C'est que donc j'avais parlé pour la première fois de l'acquisition de l'arme nucléaire par le Japon, finalement il y a plus de 20 ans, hein, c'est ancien, et puis j'avais arrêté d'en parler. Mais là, il me semble qu'avec la guerre d'Ukraine et d'autres guerres au Moyen-Orient et des risques de guerre autour de la question de Taïwan, la question de la réflexion stratégique redevient extrêmement urgente pour le Japon. En particulier parce que on se rend compte que ce qui est sûr, c'est que l'arme nucléaire protège effectivement. L'une des raisons pour lesquelles les Russes ont pu envahir l'Ukraine et définir un champ d'opération limité face aux Occidentaux, c'est parce qu'ils possédaient l'arme nucléaire et sur une très vaste échelle, qui a limité l'espace de la guerre conventionnelle. Mais dans le domaine de la guerre conventionnelle, tout évolue très vite et on se rend compte actuellement que les armements occidentaux ne sont simplement pas adaptés aux nouvelles formes de guerre. Le matériel défensif devient plus efficace que le matériel offensif. On se rend compte que des nouveaux produits comme les drones, pas très chers, deviennent plus importants que des matériels très sophistiqués. On se rend compte que les porte-avions qui assuraient la supériorité des États-Unis sont assez largement obsolètes à cause des missiles hypersoniques. On se rend compte aussi que le matériel très avancé dont se vantaient les Américains n'est souvent pas tellement performant. Actuellement, les Américains ne sont pas arrivés à résoudre la question outils au Yémen. Ils ont perdu successivement 7 drones Reaper descendus par les Houthis. Ils ont failli perdre un F-35, puisqu'il apparaît que le F-35, qui était censé être un avion furtif, n'est pas un avion furtif, en fait. Et donc, on sent en Occident un affaiblissement de forces conventionnelles, avec des arsenaux qui se vident et des armes très très chères qui sont inadaptées, qui rendent nécessaire une réflexion stratégique. Et le seul élément stable dont on dispose actuellement pour réfléchir, c'est le fait que la possession de l'arme nucléaire vous met en sécurité.
ありがとうございます。今のお話の中で兵器のレベルが西洋において全体的に下がっているというお話がございました。多くの日本人はですね、アメリカによる核の傘っていうのをかなり信じている方いらっしゃると思います。で、この核の傘に関しては特にフランスでは今マクロン大統領がヨーロッパの核の傘っていうのをキーワードで提唱しています。この日本における核の傘というのは、認識として誤りとお考えでしょうか。Oui, ben ça je l'ai dit à de nombreuses reprises, c'est-à-dire que et c'est l'avis général des spécialistes de la question de l'arme nucléaire. L'arme nucléaire est tellement terrible qu'un pays ne peut l'envisager de l'utiliser que pour la défense de sa propre intégrité, de sa propre population. Mais l'idée qu'un pays en général va s'exposer à un tir nucléaire pour défendre un tiers pays est une idée fondamentalement absurde. Alors, l'idée que les États-Unis mettraient en péril le sol américain pour protéger Taïwan, la Corée ou le Japon par l'utilisation de l'arme nucléaire est une idée, je dirais, complètement déraisonnable. Je veux dire, les États-Unis ne sont en général pas fiables comme partenaires. Ils déchirent des traités, ils se retirent et abandonnent leurs alliés sur le terrain, mais ça, c'est dans le cadre de guerres conventionnelles. Il n'est même pas nécessaire de souligner le caractère non fiable des États-Unis pour avoir la certitude que jamais ils n'engageraient l'arme nucléaire pour protéger le Japon. Eh bien, la question qui est posée, donc, c'est est-ce que les États-Unis ont les moyens et la volonté d'utiliser des moyens militaires conventionnels pour défendre le Japon? C'est ça la question actuelle. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque où les porte-avions américains représentaient le sommet de la puissance. Et la présence de porte-avions efficaces dans le Pacifique était une protection face à la Chine ou à toute autre agression, etc. La vraie question qui est posée, c'est les États-Unis ont-ils toujours les moyens techniques conventionnels, non nucléaires, de faire face à la croissance militaire de la Chine? C'est ça la vraie question. ありがとうございます。2月28日のトランプ・ゼレンスキー会談についてお話を伺いたいです。この2月28日、ホワイトハウスで両者の会談がありましたけれども、バンス大統領も副大統領も含めての会談になりました。この中でトットさんは、一つの文明のルールが崩壊する場というふうにおっしゃっています。これは一体どういう意味でしょうか？ C'est-à-dire qu'on a vu le président Trump, vice-président J.D. Vance, humilié devant la planète entière leur instrument. C'est-à-dire que l'Ukraine, qui en fait a été au départ entraînée dans la guerre et dans la confrontation avec la Russie par les États-Unis, était accusée, était mise en accusation. Je veux dire, il y avait, comment dire, quand on sait la responsabilité des États-Unis dans la déstabilisation de l'Ukraine, dans le coup d'État de Maïdan en 2014, il y avait, je dirais, un élément d'obscénité dans le fait d'accuser le sujet, le vassal, l'instrument de ne pas s'être bien comporté. Pour moi, ça évoquait l'attitude complètement cynique de Trump et de Vance, qui sont à la tête des États-Unis et qui succèdent à Biden. Les États-Unis ont une continuité historique, mais leur cynisme
m'a rappelé le genre de cynisme qu'on avait connu en Europe à l'époque du nazisme et de Hitler. C'est-à-dire une sorte de, je dirais, de mépris total pour la vérité, pour les convenances. Et c'est, pour moi, ça a été un moment de révélation du déclin moral américain. Et encore une fois, alors que moi, personnellement, je ne suis pas favorable à l'Ukraine. Je n'aime pas les nationalistes ukrainiens. Je pense que les nationalistes ukrainiens ont leur part de responsabilité dans cette guerre. Mais même moi, sans être particulièrement favorable aux Ukrainiens, j'ai été psychologiquement secoué par l'obscénité de cette séance publique. ありがとうござい Mais ます。je dirais qu'il y a autour de Trump, j'avais parlé tout à l'heure de 25% de gens raisonnables et 75% de gens bizarres autour de Trump. Mais dans ces gens bizarres, pour moi, il y a Elon Musk. J'appliquerais aussi tout à fait à un personnage comme Elon Musk la notion d'obscénité. C'est un grand chef d'entreprise. Il a eu le mérite de comprendre qu'il ne fallait pas simplement faire des lignes de code informatique, mais qu'il fallait fabriquer des objets. Donc c'est quelqu'un techniquement, industriellement, de tout à fait respectable. Mais son comportement international, d'une part, et personnel, d'autre part, évoque un homme qui est sorti de ce que je considérais comme la moralité ordinaire des hommes. C'est-à-dire apparaître sur un écran au congrès de l'AfD, parti d'extrême droite allemand, pour approuver et donner des jugements sur l'histoire allemande que personne ne lui a demandé, c'est obscène. Mais je dois dire que la vie personnelle de Trump, son obsession de la reproduction, la production d'enfants avec diverses femmes, je crois qu'il en est à 14 enfants, avec lesquels il fait des contrats, ou je ne comprends même pas. Je veux dire, c'est un comportement qui est hors moral. Il y a quelque chose, il y a un élément, je dirais, obscène. Et il y en a d'autres autour de Trump. Donc c'est ce qui m'angoisse énormément quand je pense aux États-Unis, au-delà des questions de déclin industriel, de déclin de la capacité technique industrielle militaire, c'est le sentiment d'une décomposition morale qui, pour moi, résulte de la disparition finale des valeurs religieuses protestantes. C'est ce sentiment qu'il y a aux États-Unis, particulièrement dans les strates supérieures de la société américaine, des personnes qui ont échappé à la moralité commune des hommes et des sociétés. ありがとうございます。 Quand je suis anthropologue et je m'intéresse aux mœurs des sociétés avancées. Donc, dans chaque société avancée a un système de mœurs. Ces systèmes de mœurs sont divers et ont probablement tous des qualités et des défauts. Donc, par exemple, si on prend le système japonais, la société japonaise est une société très fortement régulée par des coutumes, avec des gens courtois, des gens ponctuels, un univers qui peut paraître parfois trop organisé, mais qui a ces immenses qualités qu'on n'a pas à discuter. La culture américaine traditionnelle était d'un autre genre. Les Américains sont des gens, ou étaient des gens très détendus, directs, agréables, avec lesquels le contact était facile. Et avec un système moins codifié, moins
je dirais, hiérarchique que le système japonais. Pour moi, je dirais que les deux systèmes ont leur charme, et l'un des plaisirs de mon existence aura été de me promener, finalement, entre les deux systèmes, et de, par des voyages, profiter des deux systèmes. Moi-même, je suis français, c'est encore autre chose. Mais ce qui est en train d'apparaître aux États-Unis, je crois, dans des secteurs de la société, est quelque chose qui n'est même plus un système. Ça n'est même plus l'agréable décontraction d'autrefois, un individualisme civilisé. Ce qu'on sent apparaître, c'est des comportements complètement déréglés et dangereux, qui mènent à ce que j'ai appelé dans mon livre le nihilisme, le mépris des autres, le besoin de destruction, le sadisme. C'est tout ça que je vois derrière cette séance à la Maison-Blanche face à Zelensky. Une Amérique qui n'est plus l'Amérique, en fait, qui devient autre chose. Alors, moi, je pourrais dire ce qui est actuellement, j'aimerais dire ce qui actuellement me déplaît le plus chez Trump. Le moment où j'ai le sentiment d'avoir affaire à un être totalement immoral. L'une des choses qu'on voit apparaître régulièrement dans ce que dit Trump sur la guerre d'Ukraine, il dit qu'il faut sortir de la guerre d'Ukraine, et il parle très très souvent avec une voix mielleuse, doucereuse, je ne sais pas comment traduire ça, douceâtre, douce, des horribles souffrances des soldats ukrainiens et russes, de tous ces morts. Donc Trump nous explique que tous ces morts, c'est affreux, c'est terrible, il faut sortir de toute cette douleur. Et actuellement, c'est l'Amérique et c'est Trump qui donnent aux Israéliens les armes pour effectuer le carnage de Gaza, c'est-à-dire de bombarder et de tuer hommes, femmes et enfants de façon indiscriminée. Donc ce président qui d'une part nous parle de l'horreur de ces morts de la guerre, une guerre qui est une guerre assez classique entre Ukrainiens et Russes, mais qui d'autre part oublie de nous dire que lui-même, par ses envois d'armes, est responsable de ce qu'est une ignominie internationale, un carnage. Je veux dire, là, on est face à cette obscénité, cette immoralité dont je parle. Et en ce qui concerne Gaza, je précise, ou je rappelle que je suis d'origine juive, français mais d'origine juive. Tous les concepts, les oligarchies euro-américaines sont en retard. Elles sont libre-échangistes. Il y a une catégorie plus importante que d'autres, qui est celle avec la Russie est posée. Donc, de nouveau, pour l'Allemagne, il y a la question d'un choix, enfin plutôt la question. Alors, je crois que le bon cadre pour comprendre ce qui se passe dans le monde occidental, peut-être, ça serait de faire un retour en arrière. C'est l'élection à la chancellerie allemande de Friedrich Merz, qui est un belliciste. Dès le début des années 2000 que la Russie allait se redresser, autant je suis déjà sûr que les États-Unis sont partis dans une descente aux enfers. Mais actuellement, ce qui